en direct à LCN. Le premier ministre tout sourire. On n'a pas lésiné sur les moyens pour parler de Nordvolt qui s'installe chez nous. Une annonce dont avait bien besoin M. Trudeau, là, qui peut sortir de sa position défensive pour M. Legault après le dernier sondage. Sujet en or pour notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Et Paul, Bonsoir. notamment, là, qui a eu l'occasion de poser des questions au premier ministre. On va y revenir. D'abord, quelques extraits de ce point de presse matinal. Justin, oui, je t'ai beaucoup achalé dans les derniers mois. François, je suis tellement content d'être ici avec toi pour encore une grande annonce. On va continuer d'en faire. On en a d'autres qui s'en viennent. Bref, c'est gros en tabarouette. C'est gros en tabarouette et tout le monde s'entend très bien en tabarouette aussi aujourd'hui. Il fallait bien parler de batterie pour que le courant passe à nouveau. Je l'ai fait à la blague à la joute, mais c'est ce qu'on sentait sur place. Puis, ça se passait à des studios MERS. On voyait, il y avait des centaines de personnes. Bon, les ministres, les premiers ministres, les deux ambassadeurs, là, Suède-Canada, étaient là, un ministre de la Suède également. Et on le sentait. Et quand on y pense objectivement, c'est clair que c'est important. Là, au-delà des chiffres qui sont faramineux, c'est peut-être une des annonces les plus porteuses là, pour un nouveau virage ici. Mais c'est risqué, c'est clair, et François Legault le dit, l'admet lui-même, mais il référait à Robert Bourassa. Moi, je vais référer à René Lévesque. Là, pour François Legault, ce qu'on comprend, c'est un risque, mais c'est un beau risque pour lui en ce moment. Oui, en effet. Mario, c'est quand même 7 milliards de dollars, 7 milliards d'argent public. Là. C'est majeur, avec une jeune entreprise dans un secteur qui rime quand même avec avenir. Ça vaut le coup? Oui, mais c'est parce que 7 milliards, c'est quand on additionne toutes les formes de chiffres. Mais il faut vraiment prendre le temps de le découper parce que là-dedans, il y a de l'actionnariat. Il y a du prêt qui doit être remboursable. Fait que ça, on le donne pas vraiment. On est censé avoir cet argent-là. Il y en a une partie, la plus grosse partie de ce montant-là ne sera pas versée maintenant. Elle va être versée à partir de 2027 annuellement au fur et à mesure de la production de l'entreprise. Et ça, c'est la partie de la subvention. Il faut vraiment attribuer à Joe Biden. La situation est assez simple. Les États-Unis ont mis en place un programme extrêmement généreux pour attirer les nouvelles énergies vertes, les nouvelles entreprises dans les énergies vertes. Et c'est pas compliqué. L'image que Pierre Fitzgibbon utilisait ici à Cube Radio tantôt, il dit comme jouer au poker. Si tu mets pas la mise de départ, débarque de la table. Il dit, on se retrouve le Canada, le Québec, dans cette position-là. Si on fait pas ça, si on n'accote pas ce que font les Américains, on peut même pas parler avec les entreprises. Et donc, le gouvernement canadien a décidé, on veut notre part de l'industrie de l'automobile électrique. Et donc, on va suivre les Américains, même si on trouve que Biden est bien généreux, puis on trouve que les montants sont gros. On n'a pas le choix. Emmanuel? Non, c'est ça, mais c'est justement, c'est quoi le coût de laisser passer ce train-là? Voilà. Alors qu'on a une économie qu'on tente de moderniser, créer un nouveau virage industriel, est-ce qu'on a les moyens de laisser passer le train? La réponse, c'est non, mais en même temps, le gros risque, c'est qu'on dépasse des milliards pour construire objectivement des usines qui vont assembler quelque chose qui a été inventé ailleurs. Alors que la question se pose, est-ce qu'avec ces milliards-là, on ne devrait pas faire nos propres inventions, nos propres innovations que nous, on pourrait vendre au reste de la planète dans une société qui est en déficit d'innovation, en même temps, des skidoo, on ne peut pas en inventer à chaque année, Emmanuel. Mais moi, quand je place ça dans le contexte historique du Québec, tu sais, quand on part et on pense au minerai de fer à 1 sou la tonne de Duplessis, la création d'Hydro-Québec par Jean Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa qui est arrivé avec la baie James, envers et contre tous ou presque, parce que bien des gens disaient que Robert Bourassa prenait un beaucoup trop gros risque avec la baie James. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. L'électricité qui a servi... Regardez, l'aluminium. L'aluminium, évidemment, c'est des milliers d'emplois au Québec. Bon exemple. Mais il y a très peu de valeur ajoutée parce qu'avec l'électricité, on fabrique de l'aluminium, mais on fait d'énormes lingots qui partent se faire transformer ailleurs. Là, il y a comme une intégration qui est faite pour la première fois. On part de l'électricité de la baie James, on ramasse du lithium à la baie James en passant et on transforme ça ici au Québec. Je suis convaincu que c'était le rêve le plus fou de Bernard Landry, notamment à l'époque. Mais c'est tellement important ce que Paul... l'électricité. On nage plus dans les surplus, là. Non, on nage plus dans les surplus, mais là-dessus, le gouvernement du Québec avait été clair avant. Il avait dit, on n'a plus d'électricité. On en a assez pour les hôpitaux, les écoles, les maisons, là. On n'a plus d'électricité pour dire oui à tous les projets industriels. Mais ils ont toujours dit, il y a certains secteurs stratégiques
pour lesquels on a réservé des blocs et clairement, toute la filière batterie c'en est un. Donc, pour ce genre de projet-là stratégique, on avait réservé. Donc, on va dire non à d'autres. On le dit, on l'avoue. On n'a plus l'électricité pour dire oui à tous les projets industriels. Mais il y a des blocs d'énergie qui ont été réservés. Et ça, c'est le secteur prioritaire du moment, là. Emmanuel? Oui, puis moi, je trouve que pour la première fois, on a eu un chiffre à coller à ça. Hein? Quand M. Fitzgibbon puis M. Legault l'a justement confirmé dans l'entrevue avec Paul, il dit on a assez d'électricité pour 30 milliards de projets. Donc, c'est la moitié. Il reste encore là, un autre 15 milliards à annoncer. Mais après ça, il reste un 17 milliards de projets qui sont en demande, qui sont sur la table. Et c'est là-dessus que doit porter le débat sur les futurs barrages, le nucléaire, l'éolien et tout le reste. Et moi, je trouve que pour la première fois, on est un peu éclairé par le gouvernement à savoir que tout ce qu'on vous annonce en ce moment, on est correct. Mais c'est la croissance économique plus tard qu'il va falloir planifier. Puis ça va être ça le gros débat, je pense, de la fin de l'automne et de l'année prochaine. Emmanuel, en même temps, l'autre enjeu, c'est bon, la main-d'œuvre, où seront les bras, les logements et tout. Mais je me questionne aussi, Paul, toi qui as parlé au premier ministre, sur la consultation. Est-ce qu'on a mis les gens dans le coup? En Suède, là où, dans la ville où Nordvolt s'est installée, la population était vraiment partie prenante du développement de l'usine. Ça a pris 10 ans de discussion. Ici, on semble avoir des citoyens inquiets, mais ils estiment avoir été mis devant le fait accompli, au fond. Et clairement, c'est ça. Mais en même temps, un des deux cofondateurs de Northvolt, la semaine prochaine, va passer la fin de semaine à Saint-Bruno et à McMasterville, participer aux portes ouvertes, aux questions-réponses de la population, parce qu'il faut comprendre, ils ne vont pas déboiser, un manifeste, une forêt ou un truc comme ça. Là. C'est sur les assises d'ancienne CIL, pour ceux qui connaissent, qui était une ancienne usine de munitions. Imaginez la pollution qui est restée là. Et ils vont construire cette usine. Moi, j'en reviens pas encore. 318 terrains de football américains, l'ampleur de la chose. On verra. Mais M. Legault, j'ai posé la question. Pour lui, il n'est pas question de ne pas construire cette usine-là, quoique les citoyens puissent en dire éventuellement. Le train électrique est en marche. On va y revenir, c'est sûr. Au retour, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, qui a dévoilé les détails de la campagne de vaccination qui commence lundi prochain. On va en discuter ensemble. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alexandre, on s'est parlé plus tôt en termes de popularité, de folie de popularité, ce qu'avait créé le passage de Taylor Swift auprès de Travis Kelce, joueur de football des Chiefs de Kansas City, qui serait supposément en couple. Et là, il y a des nouveaux chiffres qui sortent aujourd'hui, mais là, c'est plus juste des nouveaux abonnés sur Instagram ou autre, c'est des piastres, là. Oui, parce que là, on avait vu que les visionnements là, chez les femmes de 18-40 ans, ça avait explosé, que la vente de matériel aussi, là, de produits dérivés autour de Travis Kelce, qui déjà, faut le dire, était une super vedette de la NFL, faisait déjà des chiffres incroyables. Sauf que là, c'est comme s'il avait jamais existé avant dimanche passé. C'est comme les chiffres ont tellement grossi que c'est comme si le gars il était apparu dimanche passé. Mais là, en ce moment, là, Travis Kelce fait à peu près 5 millions de dollars par année en revenus hors terrain. Là. C'est ce qu'on estime dans le marketing. Là, on dit que ça pourrait doubler et facilement. Là. Il pourrait faire jusqu'à 10 millions de dollars. Donc 5 millions de plus. 5 millions de plus, puis ça, c'est des chiffres, des estimés qui peuvent être conservateurs parce que là, c'était déjà un des plus gros endosseurs du football. À cause de la folie de Taylor Swift en ce moment, mais on vend de la marchandise en fou. Là. Déjà ça, c'est des millions potentiellement de dollars de marchandises. Mais ajoutant à ça, Mario, le fait, là, on a dit au moins 300 000 nouvelles personnes sont abonnées sur ses réseaux sociaux. Lui qui en avait déjà beaucoup, il est à 3,5 millions d'abonnés maintenant sur les réseaux. Mais le problème, c'est que désormais, quand t'es populaire sur les réseaux sociaux, ben, il y a des compagnies qui t'approchent pour que tu puisses endosser des produits. Juste le fait de mettre une publicité, par exemple, une publication sur la page Instagram de Travis Kelce, ça pourrait être 500 000 qu'il pourrait toucher. Tu sais, simplement, là, pour payer, pour mettre une annonce sur son compte. Il a aimé tel breuvage. Tel breuvage, 500 000 Puis là, on est évidemment dans des estimations. Ça pourrait être donné juste à cause de ça. Après ça, son balado, on en avait parlé. C'est lui qui l'anime avec son frère Jason. C'est le premier balado le plus écouté sur Apple Music, deuxième sur Spotify en ce moment. Puis déjà ça, ben ça pourrait attirer des annonceurs, des gens qui peuvent venir mettre, là, voyant qu'il est rendu le plus populaire, viennent mettre des annonces. C'est de l'argent pour lui. Son YouTube, là, avec son balado dessus, déjà 1,13 million d'abonnés dessus. C'est des dizaines de milliers de dollars chaque fois en revenus publicitaires de plus. Donc c'est énorme ce qu'il pourrait toucher juste en argent, là, sonnant, trébuchant, juste parce qu'il est en couple ou serait en couple avec Taylor Swift.
Mais elle-même, Taylor Swift, a commencé sa tournée Eras le 17 mars dernier. Va finir ça le 23 novembre 2024. Elle est en voie en ce moment d'atteindre le milliard de dollars en retombées. Est-ce que ça en ferait la plus grosse tournée de tous les temps en argent? Ouais. La plus lucrative de toute l'histoire de la musique, effectivement, Mario. Donc, Travis Kelce fait très, très bien en ce moment. On comprend que c'est grâce à elle, mais c'est elle la reine quand même à ce chapitre-là. C'est quand même elle qui va payer au restaurant, là, on se comprend. On se comprend. Merci, Alexandre. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Je vais dire que ça ne se sent pas, mais l'automne commence et il faut être prudent avec les virus respiratoires. Et selon l'INSPQ, on a 1000 nouveaux cas d'infection de COVID chaque jour, 43 décès entre le 17 et le 23 septembre. Alors, nouvelle campagne de vaccination annoncée par Québec, gratuite contre l'influenza et la COVID. Dès la semaine prochaine, ça commence dans les résidences pour aînés, population générale, donc à partir du 10 octobre. Selon vous, les Québécois vont répondre présents, Mario? Vont être partagés, pas comme dans le passé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font... On entend ça, les gens disent « Ah ben moi, je l'ai eu la COVID 2-3 fois, j'ai eu 2-3 vaccins ou 4, peu importe. » Quand on écoute les experts, ils nous disent, bon, la valeur vaccinale, oui, reste un peu de protection, mais la protection de ce vaccin-là disparaît beaucoup. Après 6 à 9 mois, la protection disparaît. Mais bon, il n'y a plus la même crainte de la maladie qu'il y avait quand personne n'était vacciné. C'est certain qu'on est ailleurs. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont aller se faire vacciner, mais ce sera pas systématique, ce sera pas tout le monde. Puis il n'y aura pas de pression non plus pour que ce soit tout le monde. Mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas de COVID que ce qui est déclaré officiellement, parce que les gens ne le déclarent pas. Je ne sais pas pour vous, là, mais dans mon entourage, je vais vous dire, il y a plein dans la famille, dans le voisinage, au travail, Mario, bon, c'est la même chose. Beaucoup. Incroyable, il y en a beaucoup. Et certains, c'est rien. Et pour d'autres, c'est assez sérieux. Merci. Là, je ne parle même pas de la COVID longue, mais pour d'autres, ça fait beaucoup plus dur. Donc, j'ai fait un petit sondage à la joute là, avec Gaétan, avec Elsie, puis avec Joël. Puis, on le sent. Là, il y a un an, tout le monde aurait dit oui, le vaccin le plus vite possible. Puis, Même pas, parce que je suis allée voir les chiffres. Il y a à peine 42 de Québécois qui ont pris la 3e dose, imaginez. Donc, ça fait longtemps, moi, je pense que les Québécois ont comme décroché de l'idée qu'il fallait être vaccinés. Puis je vais vous avouer, moi, le ton du Dr Boileau m'a surpris aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez, on vous courra pas après pour vous faire vacciner, mais si vous le voulez, il va être là. T'sais? Donc, il n'y a aucun message sur l'importance, le fait que ça vaut la peine, que non, peut-être qu'on ne se ramassera pas à l'hôpital, mais qu'on est quand même malade, que ça a plein de désagréments. Aucun comme message d'encouragement. Là. C'est comme, qui même me suivent, il va être là, il y a des centres de service, arrangez-vous. Parlons des chiffres de Statistique Canada en augmentation de l'immigration temporaire au Canada qui a accéléré là, incroyablement la croissance de la population en juillet dernier. Là, on parle du plus grand boom depuis 1957. Et un des facteurs, c'est la hausse des immigrants temporaires. Vous voyez les chiffres, 2,1 millions de résidents non permanents qui vivent au Canada. On va voir du côté du Québec maintenant. Vous voyez un petit peu le portrait. La proportion d'immigrants temporaires a augmenté de près de 50 % en seulement un an. Ils sont pas loin d'un demi-million chez nous. Et là, on voyait dans le reportage, le courant ne semble pas passer entre la ministre Fréchette et M. Miller, là, Emmanuel. Ben non, parce que je pense que Mme Fréchette espérait que le débat qui est vraiment bien lancé là, du côté du Canada anglais, dans les médias, les chroniqueurs, les analystes, à l'effet qu'à un moment donné, il va falloir discuter au Canada anglais de la capacité d'accueil. Ça n'a aucun impact sur le gouvernement. On n'ouvre absolument pas la porte. Il n'y a aucune réflexion. Puis la réalité, c'est que cette immigration temporaire, le volume, ça a un impact au Québec. Là. On parle de la crise du logement, mais les écoles, je vérifiais les chiffres aujourd'hui, il y a 47 000 enfants dans des classes d'accueil au Québec. C'est l'équivalent de 2350 classes. Alors, ça a un impact sur le réseau de l'éducation, ça a un impact sur tout. Et moi, je pose la question, est-ce qu'à terme, à se mettre la tête dans le sable, le gouvernement Trudeau n'est pas en train de mettre en péril l'appui massif des Canadiens en faveur de l'immigration? Et l'autre question que ça soulève, c'est la désespérante lenteur de la machine bureaucratique pour traiter des dossiers d'immigration qui, en principe,
devrait se régler plutôt rapidement que lentement, notamment au Québec, quand les immigrants temporaires ont tout ce qu'il faut. Un, des emplois. 2, déjà impliqués socialement. Et 3, maîtrise autant soit peu de la langue française. Comment se fait-il que ça prenne encore des temps immémoriaux pour traiter de ces dossiers-là? Ça fait partie de la problématique. Et menace réelle aussi pour le français, Mario? Bien, c'est sûr. C'est sûr que dans le cas du Québec, en fait, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Même la ministre n'avait pas trop l'air à le savoir, le nombre réel qu'on a sur le territoire du Québec. On n'est même pas sûr que ces chiffres-là sont bons. Là. C'est comme si toutes les valves sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est un estimé. Moi, sincèrement, j'ai jamais vu ça, là, un pays se transformer comme ça, cette vitesse-là. Il n'y a personne qui a voté pour ça. Puis là, après ça, nous, dans les médias, on se fait des débats. On manque de profs. Ouais, mais regarde, moi, le nombre de nouveaux groupes, le nombre de nouveaux profs que ça prend. On manque de logement. On est dans une crise du logement. Ouais, mais là, tu sais, à un moment donné, il y a comme quelque chose que personne n'a voté pour ça. Le gouvernement ne semble pas avoir planifié ça pour être en train de complètement transformer le visage du pays. Puis nous autres, au Québec, on est ballottés là-dedans, on est emportés là-dedans. Le gouvernement Legault parle de francisation, mais je pense que tout le monde est dépassé par les événements, tout le monde est dépassé par l'ampleur. Là. Gabriel Nadeau-Dubois qui disait que c'est vraiment l'angle mort là, dans tout le dossier de l'immigration. Oui, parce que les chiffres ne veulent plus rien dire. Ça fait 1 an qu'on débat au Canada de 500 000 immigrants par jour, mais finalement, c'est 1,2 million. C'est pas tout à fait la même chose. Et le danger, c'est que certains gens considèrent que c'est de la faute aux immigrants, alors que la faute, c'est ceux qui décident, ceux qui entrent et pas au pays. Merci à vous trois. Emmanuel qui anime le bilan ce soir. À lundi. Au revoir. Autrement dit, Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. Un gros merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Cet épisode